Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui explore des exemples de pratiques qui intègrent l'approche genre dans les interventions sociales, particulièrement en milieu collectif. Romane Formary, médiatrice sur le genre et les sexualités, qui exerce en France, a justement expliqué concrètement les termes qui vont être employés dans cet épisode, tels que le genre et l'approche genre en travail social. Je vous invite vivement à aller écouter l'épisode de la semaine dernière si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, j'aimerais faire quelques traumavertissements. C'est le mot français pour parler de trigger warning. Cet épisode va aborder de la maltraitance institutionnelle, le non-consentement aux soins, la grossesse non désirée, des agressions sexuelles en foyer et des violences en tout genre. Alors pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces enjeux d'avertissement, voici ce que cela signifie. Des sujets évoqués durant l'épisode pourraient provoquer l'apparition ou l'exacerbation de symptômes associés à un trouble de stress post-traumatique chez les personnes vulnérables ou présentant une telle condition. La deuxième information que je voudrais vous partager, c'est que lorsque Romane parle d'hommes ou de femmes, c'est simplement pour donner des exemples de genre, mais vous l'avez bien compris, elle revendique que la vie n'est pas aussi binaire qu'on le pense. Et maintenant, je nous lance tout de suite au cœur du sujet. Romane, après toutes tes explications, pourrais-tu nous donner des exemples concrets que tu as pu vivre dans ta pratique et qui font évidemment, selon toi, du sens avec le genre ou l'approche genre ? Ouais. Donc, par exemple, sur un public, issu de l'immigration, donc moi je vis en France. Par exemple, dans les foyers d'hébergement d'urgence, il va y avoir plusieurs, problématiques qui vont se présenter, des problématiques qui vont être communes à, tous les résidents, résidentes, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont suffisamment d'oreillers? Est-ce qu'ils ont des draps propres? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau? Et cetera. Donc ça, c'est des choses qui vont être communs à tous les êtres humains, qui résident dans ce foyer. Et puis il va y avoir des choses, qui vont être, plus différenciées, plus spécifiées, de se dire, est-ce que les femmes, et les hommes ont des besoins différents? Par exemple, une femme qui allaite, elle va avoir, ou une femme qui est enceinte, peut-être qu'elle va pas avoir les mêmes besoins, en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'intimité, de se poser la question de la santé menstruelle, par exemple. Est-ce que, elle va avoir suffisamment, d'argent ou savoir, où acheter des protections menstruelles? Hem, ou est-ce que, si elle a pas accès à ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer que la personne va mettre en place comme stratégie pour, gérer ces règles qui, dans plein de cultures et la nôtre aussi, occidentale, reste un tabou, très important? Si on permet pas, aux personnes qui ont leurs règles, d'avoir accès à, des serviettes, des tampons, des coupes menstruelles, ce genre de choses, elles vont mettre en place plein de trucs et astuces, qui, sont parfois pas forcément, très, sécuritaires pour elles et elles vont mettre leur santé en danger. Et c'est pour ça, par exemple, en tant que travailleur social, de mettre à disposition, des tampons, des serviettes, à un endroit qui va être suffisamment, à l'abri des regards pour qu'elles osent, en prendre sans avoir à le demander puisque, dans la plupart des cas, elles le demanderont pas, par exemple. Et ce serait la même chose avec, pour la question de la sexualité. Si on donne pas de préservatif, parce qu'on se dit, «C'est pas notre problème, les gens font ce qu'ils veulent», voilà, ça veut pas dire que les gens, ils vont pas avoir de sexualité. Et donc est-ce que les gens vont avoir une sexualité, sans préservatif et prendre des risques qu'ils ont pas envie de prendre, d'avoir une grossesse, s'ils ont pas envie d'en avoir? Est-ce que les gens, vont essayer de trouver des méthodes de contraception ou d'évitement, qui sont pas forcément très efficaces? Alors que, par exemple, si on donne accès, à ces préservatifs en les mettant dans les toilettes, par exemple, un endroit où les gens peuvent très bien les prendre sans que ce soit vu, et signifié aux travailleurs sociaux, vont les prendre et vont pouvoir les utiliser. Après, est-ce que, on sait les utiliser? Est-ce qu'on sait bien les porter? Et donc ça, après, c'est encore tout un champ d'éducation sexuelle à penser et à faire. Hem, voilà.
Merci. Et aurais-tu un autre exemple à partager avec un autre public ou dans un autre domaine, lorsque tu étais intervenante d'éducation à la sexualité, par exemple? Un exemple qui moi, que j'ai rencontré qui m'a beaucoup choquée, un jour, en permanence, une personne qui arrive et qui nous dit: «J'ai mal au bras». Donc nous, on est là, on se dit: «Bah, OK, super, tu mal au bras, moi je suis pas, kiné, je suis pas, je sais pas quoi faire quoi», enfin voilà et au fur et à mesure, on continue de discuter, et elle nous dit qu'elle a pas ses règles depuis longtemps, donc on commence un peu à paniquer, à se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Est-ce qu'il y a une grossesse qu'elle a pas désirée, qu'elle arrive pas à nous dire?» et la communication était très compliquée avec cette personne et en fait, on comprend que, il y a un contraceptif qui lui a été mis, donc un implant qui lui a été mis dans le bras et qu'en fait, peut-être que la personne qui l'a mis, donc le gynécologue, a expliqué, mais et peut-être qu'elle a oublié ou peut-être qu'elle a pas bien compris et qu'en fait on s'est pas inquiété que, elle ait tout à fait compris ce qui se passait et donc elle vient nous voir en nous disant: «J'ai mal au bras» parce qu'en fait elle a un nouveau contraceptif qui arrive dans son corps et en fait elle comprend pas, ce qui se passe, elle a plus ses règles, elle a mal au bras, elle a les hormones, qui changent et cetera. Plus elle prend un traitement, psychiatrique, fort, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et donc il y a toute une jonction d'effets secondaires qui arrivent et nous, on est là, intervenante, devant la patiente, qui a une difficulté de compréhension, et de très fortes anxiétés et on est là en train de lui dire, «Ben, en fait, on t'a mis un contraceptif, avec un consentement qui était pas très éclairé, quoi et en fait, le consentement qui est donné par, les responsables légaux, on demande à ses tuteurs légaux, puisqu'elle est Tu veux dire en fait qu'elle est elle mineure? est mineure et on a demandé à ses tuteurs légaux s'ils étaient d'accord pour le faire ou on leur a dit, «Il faut absolument un contraceptif pour qu'on la garde, dans notre structure parce que sinon c'est trop compliqué à gérer». Trop compliqué à gérer, ça veut dire que, il y a des agressions sexuelles, répétées, entre résidents de foyers handicap et que nous, on peut pas gérer, c'est trop compliqué pour nous de gérer, bah, des IVG, de savoir et cetera. Donc c'est, toutes les résidentes femmes, on les accepte si elles ont un contraceptif et pas de pilule parce que, sinon ça va donner trop de ça va faire trop de travail à faire donc on met un truc dans le bras et dans le bras, ce sera moins invasif que de mettre un stérilet, où là, il faut tout un truc et cetera et qui peut être plus traumatisant Quelle horreur. et là, voilà et moi, je me retrouve c'est la première fois que je suis confrontée à cette situation et je tombe des nues, quoi. Je me dis: «Mais bon, qu'est-ce qui se passe?» et voilà et donc ça, c'est une toute petite fenêtre de la boîte de Pandore des personnes qu'est-ce que c'est le consentement? Comment on comprend les choses? Comment on dit: «Je suis d'accord, je suis pas d'accord». Qui dit: «Je suis d'accord»? Est-ce que c'est la personne c'est le corps concerné ou est-ce que c'est des, gens qui vont décider à la place de d'autres personnes? Et parfois, c'est la même chose aussi pour les publics, migrants ou qui sont pas, qui sont allophones. Allophones, ça veut dire qu'ils parlent pas la langue, de leur interlocuteur. Est-ce qu'on va, appeler des interprètes ou pas pour être sûr qu'ils aient bien compris ce qui se passe? Ou on va se dire: «Oui, on va faire un schéma, voilà», ils vont dire: «On est d'accord», il y a le corps médical qui a, une forme de il y a un rapport de pouvoir qui est très fort et et du coup, on leur dit: «Bah, il faudrait ça, 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 écoutez madame, là, vous vivez en bidonville, vous, avez pas d'argent pour vous nourrir, vous avez déjà 4 enfants, donc vous êtes d'accord pour prendre ce comprimé pour avorter? Oui, non, oui, je pense que ce serait quand même mieux» et la personne se retrouve avec une IVG médicamenteuse, avec un consentement dont on peut douter et donc l'approche genre, c'est de considérer déjà que ceci n'est pas normal et et que c'est des choses qui existent, qui arrivent aux femmes parce que ce sont des femmes et qui arrivent aux femmes parce que, on va considérer que, ces problématiques sont trop compliquées à gérer et que ça c'est une problématique supplémentaire par rapport au public de façon générale, alors qu'en fait, c'est pas une problématique supplémentaire, c'est une problématique que tout le monde rencontre. Le fait de savoir, s'il y a une grossesse qui se poursuit ou Oui, ça concerne la moitié de la planète avec un utérus en c'est fait. ça. S'il y a, une grossesse, qui est désirée, pas désirée, qu'il y a à poursuivre, s'il y a un moyen de contraception, c'est le problème des hommes et des femmes, parce que les moyens de contraception aujourd'hui sont majoritairement pour les femmes, mais ils pourraient très bien être pour les hommes et la question, là,
on se poserait plus la question de c'est un chapitre à ouvrir et il faut un budget en plus et il faut des gens formés en plus et la question de mettre des freins à une approche genre, souvent en France en tout cas, elle va être de dire, «On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de budget». Oui, du style, on préfère la maltraitance institutionnelle, Voilà, la c'est ça. situation que tu décrivais. Tout à fait. C'est vraiment, intégrer cette question à l'intérieur des dossiers qui sont déjà existants. On a un dossier, distribution alimentaire, bah, à l'intérieur de ce dossier-là, on va rajouter, 2-3 paragraphes, pour se poser des questions. On va rajouter 5 questions à l'intérieur de ce projet, plus et c'est pas ouvrir un autre projet, un autre stand, distribution alimentaire, pour, les femmes allaitantes ou les femmes qui sont enceintes, et faire une nouvelle table et un nouveau menu et cetera. Non, c'est vraiment se poser la question dès le départ et ça c'est une réorganisation du travail, qui prend, 3 heures, une demi-journée et pas un nouveau, dossier de subvention à créer pour ouvrir un nouveau champ de travail, quoi. En fait, ce que je comprends, si on se concentre essentiellement là sur des institutions ou des organismes en travail social, parfois ils évoquent un enjeu de budget en tant que recherche de subventions ou de financement, mais c'est pas toujours ça la problématique. Parfois c'est simplement un manque de volonté à vouloir intégrer le genre dans leur pratique ou de prendre du temps pour le faire. Tout à fait. Pour moi, c'est ça qui est important de contrer cette idée de manque de budget qui est une réalité, il faut pas du tout la nier. Mais, en fait, même avec peu de budget, pas de budget, c'est possible juste de réécrire nos pratiques, sans forcément, rajouter une charge de travail. Merci, est-ce que tu aurais des stratégies, des pistes ou des actions simples et concrètes justement? Je pense qu'il y a des pistes qui peuvent être, qui pour moi sont très efficaces et sont très simples à mettre en place. Par exemple, de l'affichage dans les locaux. Ça veut dire que, par exemple, sur une permanence de soins, des médecins qui vont dire, «Ah non, moi, le sujet des violences conjugales, ça n'arrive jamais, moi j'en rencontre jamais». OK. On va faire l'expérience. On imprime une feuille en mettant ici, on peut parler des violences sexuelles et des violences conjugales, familiales, d'inceste et cetera. On va mettre cette chose-là dans la salle d'attente ou, derrière le bureau du médecin, ce qui fait que la personne qui est assise, va voir cette affiche. D'un seul coup, les langues vont se délier et le sujet va arriver. Si on rend pas visible le sujet en disant: «Ici, c'est possible d'en parler. Ici, c'est possible de parler d'addiction. Ici, c'est possible de parler de violences de genre, violences sexuelles. Ici, c'est possible de parler de discrimination par rapport, à la transidentité, par rapport à l'homosexualité». En fait, les gens ne vont pas en parler parce que, on va juger que c'est intime, parce que c'est tabou et donc afficher les choses, ça rend le sujet réel, pour nous en tant que travailleurs social, mais aussi pour le public en disant, déjà, il y a des gens qui sont homosexuels, il y a des gens qui sont trans, il y a des gens qui vivent des violences, c'est une réalité et que les gens se sentent autorisés, à demander de l'aide et donc après le deuxième enjeu, c'est que si on met des affiches pour dire: «Ici, c'est possible d'en parler», mais que derrière les équipes, heu, ne savent pas en parler et qui est peut-être dans l'autre sens déjà, former des équipes sur ces sujets et après faire de l'affichage, c'est de former les équipes, alors moi j'aurais tendance à dire, dès la formation initiale, mais en France aujourd'hui, un cours sur le genre, c'est 3 heures dans un parcours, de travailleur social, 3 heures dans tout le sur les 2 ou 3 ans d'école. Donc c'est extrêmement peu. Donc moi, j'aurais tendance à dire dès la formation initiale, il faudrait avoir cette formation. Mais quand c'est pas le cas ou si c'est pas le cas, par des formations, continues, d'actualisation, des savoirs et cetera des travailleurs en place, de former à, ça veut pas dire, former sur les questions de genre, ça veut pas dire être en mesure de répondre à toutes les questions, mais déjà ça veut dire être en mesure de les écouter, de ne pas les juger, d'être dans cette démarche d'écoute active et surtout, et c'est ça qui est important je pense, d'identifier quels sont les acteurs associatifs, et structurels autour de nous qui ont ces capacités de façon, experte pour travailler avec ces publics. On ne demande pas à un tra enfin,
L'idée, c'est pas de demander à un travailleur social de savoir accompagner de A à Z une personne, victime de violences conjugales. Non, c'est de dire, «OK, je vous entends, nous travaillons avec, telle structure, on les connaît, c'est à tel endroit. Pour y aller, vous pouvez prendre le tram, A, vous descendez à tel arrêt, ce sera juste en face. Si vous voulez, on ce qui serait super, on Mmh. peut, vous accompagner jusque là-bas. On fait la passation vers une autre structure et là, cette structure, ce sera son travail de prendre en charge cette personne pour cette thématique et donc former les équipes, c'est, savoir, où orienter nos publics et savoir, accueillir sans juger, les thématiques qu'on reçoit. Merci beaucoup Romane pour ces exemples. J'aimerais te lancer désormais sur le mot de la fin. Oui, alors pour le mot de la fin, je voudrais parler de l'intersectionnalité. Ça serait le fait de, quand on accompagne une personne, de la prendre dans sa globalité et la globalité, ça veut dire, de prendre tous les rapports sociaux, qui vont, appartenir à cette personne. Par exemple, son genre, si c'est un homme ou une femme, sa couleur de peau, sa religion, sa langue, le fait de, parler, français ou de ne pas parler français, son orientation sexuelle et par exemple, un homme, noir donc racisé, homosexuel, qui, vit à la rue par exemple, il va cumuler, plusieurs discriminations et le fait d'accompagner cette personne de façon intersectionnelle, c'est de combiner toutes ces discriminations-là qu'il peut vivre donc la précarité, le fait, de l'accès au logement, l'homophobie cumulée au racisme et quel âge il a? Est-ce que c'est une personne qui est majeure ou qui est mineure? Et donc c'est vraiment, le prendre globalement dans tous ces aspects de sa vie pour l'accompagner. Merci beaucoup Romane pour avoir illustré les enjeux de genre à travers des exemples que tu as vécus dans ta pratique en travail social et de nous avoir donné quelques pistes d'action. Et surtout, un grand merci également d'avoir terminé avec l'approche intersectionnelle. Je vais vous mettre évidemment du contenu dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.